dans une forme où on me pose des questions que vous n'entendez pas et je réponds. Je suis pas préparé pour répondre à ces questions. Et quand je réponds à ces questions, j'ai besoin de vous accrocher, c'est-à-dire, ok, on m'a posé telle ou telle question. Et donc, vous pouvez répondre avec moi, enfin, dans votre tête à ces questions. Vous pouvez les mettre en commentaire et puis on peut en discuter. Mon travail aussi, c'est de temps en temps de vous faire comprendre la question qu'on m'a posée. C'est pour ça que de temps en temps, je pose des questions aussi, en fait. Les gens qui portent des masques dans la rue. Alors, j'habite à Lyon. On sort sans masque. Oh là là. Disons que ce que je trouve le plus remarquable, il fait chaud et les gens s'habillent avec des manteaux, des doudounes, ils mettent des écharpes, des grosses chaussures, comme si ça allait les protéger, quoi. Les gens se surprotègent et je trouve que cette surprotection, elle est manifeste dans la manière de s'habiller. Quand je regarde BFM TV, je sais pas si je fais une erreur, je me dis juste ok, crois en l'illusion de ton esprit critique et donc quand tu vas écouter quelqu'un, tu vas pas être influencé directement par ce qu'il dit et tu vas réfléchir par toi-même, dire ok, qu'est-ce qu'il raconte, est-ce qu'il peut avoir une pensée intéressante. J'essaie après de réfléchir. Il y a un truc que je dois dire, c'est que je suis passionné par ce qui se passe un petit peu. J'aime beaucoup les débats politiques, j'aime beaucoup les débats d'idées. Et c'est pour ça que je peux regarder BFM ou CNews, ce genre de choses. Ça dépasse vraiment... donc je suis comédien et on entend souvent « Ah, les comédiens sont de gauche, etc. » Je suis très agacé, moi, par ce genre de discours. Ou alors, on peut être aussi catalogué, j'imagine... je sais pas, mais imaginons un comédien qui assume de droite, par exemple, et alors tous les autres vont dire « Ah, mais toi, tu fais... » Enfin, voilà, il y a encore un truc de caste et tout ça. J'ai un parti pris politique, mais je pense que ça sert à rien que j'en parle comme ça, avec vous. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est ce que j'essaye de raconter, ou en tout cas ce que... Voilà, et c'est quand je regarde BFM TV, je sais l'idéologie dominante, je sais la plupart des chroniqueurs, la plupart des journalistes... quelle idéologie ils servent, en tout cas l'idéologie gouvernementale, que ce soit économique, sociale, etc. Mais il y a quand même d'autres personnes qui viennent, d'autres invités, il y a des débats et il y a des discussions intéressantes et même parfois ceux qui servent l'idéologie présentent des arguments qui sont intéressants à connaître parce que du coup ils peuvent faire réfléchir, ils peuvent en amener d'autres, ils peuvent faire évoluer un débat. Et en fait moi je suis assez passionné de ça, je suis assez passionné d'écouter de personnes qui parfois s'y connaissent sur un sujet précis, ou des fois pas trop, mais qui justement réfléchissent. Et quand les gens réfléchissent et qu'on les filme, je me sens bien comme des fois devant un match de rugby, quoi. École publique, école à la maison, en ces temps de confinement, la plupart d'entre vous n'ont pas le choix et donc doivent s'occuper de leurs enfants à la maison. Je connais l'école à la maison depuis longtemps parce que avec mon beau-fils, on a déjà pratiqué. Quand on fait l'école à la maison, on est obligé de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut enseigner à l'enfant, comment il peut comprendre. Et on sort aussi du cadre de l'école classique et on pourrait se dire tous les bienfaits, tous les avantages, tous les inconvénients. Donc dans les avantages, on pourrait par exemple noter le rythme de l'enfant qui serait celui de l'enfant, à moins que le parent impose un rythme particulier aussi à la maison, comme il peut être imposé à l'école. Mais enfin, ça pourrait être un avantage en se disant, ok, les parents connaissent bien leurs enfants, alors ils vont leur donner un bon rythme. Ça pourrait être aussi un avantage de choix dans l'emploi du temps, à savoir l'organisation, elle ne serait pas imposée, elle pourrait être choisie. Revient encore la question du choix, c'est-à-dire qui prend ces décisions? Est-ce que c'est le papa ou la maman ou les deux qui choisissent d'imposer à leurs enfants un rythme à la maison qui correspond au rythme scolaire ou un rythme qui leur va bien, mais est-ce qu'il correspond vraiment au rythme de l'enfant aussi? L'avantage de l'école traditionnelle, je dirais que on connaît ses défauts, qui sont entre autres ce que je viens de donner, c'est-à-dire quelque chose d'imposé, parce qu'on a un programme, on a toute une méthodologie qui est proposée aux professeurs pour transmettre aux enfants. Mais l'avantage que ça a, le système traditionnel, c'est le cadre qu'on connaît. On le maîtrise un petit peu, les parents, on est passé par l'école, la plupart d'entre nous, traditionnelle, on sait où vont nos enfants, on peut les conduire là-dedans. Et dans l'école à la maison, peut-être beaucoup s'en rendent compte aujourd'hui, on a des outils, là, pendant cette période particulière, pour adapter l'école à la maison, presque comme l'école traditionnelle, grâce à des outils comme Pronote ou par Internet. Mais si on pose la question de l'égalité des chances, simplement l'égalité des chances, que ce soit à l'école traditionnelle ou à l'école à la maison, il n'y a pas d'égalité des chances au sens strict. Il y a toujours des différences. Des parents qui peuvent aider les enfants, d'autres qui ne le peuvent pas. Des parents qui adaptent le contenu aux enfants de manière idéale pour eux, d'autres qui se trompent.
parce qu'on fait tous des erreurs. Donc en fait, je crois qu'il y a une seule égalité concrète, c'est l'égalité de faire des erreurs. Tous les systèmes traditionnels à la maison ou ce que vous voulez, c'est faire des erreurs. Du coup, le vrai challenge, c'est pas tellement de choisir entre l'école traditionnelle ou l'école à la maison. Je crois que la vraie question que pourrait peut-être poser le confinement à des gens, c'est pas de dire oh là là, ouf, enfin, on a fini à la maison, ils vont retourner à l'école, ils vont en fait dans le cadre, ou alors oh non, à la maison, on a trouvé un super cadre qui fait que maintenant on travaille d'une manière hyper appropriée, je le remets pas à l'école. Je crois que dans tous les cas, ce qui peut être intéressant, c'est ok, quels sont les problèmes de dysfonctionnement d'une école traditionnelle, quels sont les dysfonctionnements d'une école à la maison, et quelles solutions on peut proposer. Et donc du coup, le lendemain, on applique un peu les solutions qu'on a essayé de se proposer, puis on rediscute de tout ça. Et ça pourrait faire avancer quelque chose peut-être. Est-ce qu'il pourrait y avoir un sursaut après le confinement du coronavirus? Est-ce que ça veut dire que une fois que le virus disparaît, il y a une renaissance? Ou est-ce qu'on recommence? Ou est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un avant et un après coronavirus? Est-ce qu'il y a une continuité entre avant et après? Est-ce que c'est juste une parenthèse? Et qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est que de la spéculation parce que je peux pas prédire l'avenir. Et quel serait votre sursaut? Ça, vous pouvez me le dire si vous voulez. Mais on peut vraiment se demander si on doit pas tout remettre en question ou je sais pas, ou si on doit continuer à penser à l'avenir. Je crois que ce qui est intéressant dans cette période de confinement, là, précisément, c'est d'essayer de se calmer et de dire c'est une contrainte. On essaie d'accepter la contrainte qu'on nous propose. On en fait quelque chose. Donc si on a envie de se rebeller, on peut le faire. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand je dis on l'accepte, c'est juste qu'elle existe, donc elle est là, donc on essaie de vivre voilà, dans cette contrainte-là du confinement. Et puis si on sort et que on veut pas se prendre une amende de 135 €, on reste chez soi ou on fait le petit papier. Enfin voilà, on réfléchit à comment on peut faire les choses. Par exemple, je sors pour faire du sport, je sors pour promener ma fille, je sors pour beaucoup de choses. Mais à chaque fois, je fais un petit papier, je réfléchis, je m'adapte aux contraintes. Et c'est la même chose finalement à l'intérieur. C'est-à-dire comment s'adapter aux contraintes pour qu'elles n'en soient pas. Ou en tout cas, pour qu'elles soient presque, je dirais, le point de départ des avancées qu'on peut faire. En fait, comment la contrainte peut nous permettre d'être le plus ouvert possible. Et en disant ça, je sais un peu la dérive qu'il peut y avoir là-dedans, c'est qu'on pourrait dire, ah ok, alors on va le contraindre, et lui il sera toujours content parce qu'il aura l'impression que même dans ce petit espace, il existe, il vit très fort, etc. Non, je pense que n'importe qui, de toute façon, quand il est trop serré, il explose un peu comme ça, et donc ça, ça peut arriver de manière individuelle, mais aussi de manière collective, penser à des révoltes, voilà, et ça c'est des choses qui arrivent, voilà. En tout cas, tant qu'on n'est pas dans l'explosion, on peut trouver à l'intérieur de la contrainte la force pour voir l'horizon et en voyant cet horizon, repousser la contrainte. Alors la repousser, ça veut pas dire pas accepter les consignes gouvernementales par rapport au confinement, mais ça veut dire quelle peut être mon action pour que déjà d'une part je m'y retrouve à l'intérieur et peut-être plus sur le long terme que mon horizon soit le plus ouvert possible. Est-ce que on va prendre conscience de quelque chose qu'on n'avait pas compris et du coup quand on va pouvoir sortir dans la rue il va y avoir une révolution qui va nous permettre d'éviter toutes les tentations qui sont aussi dans tous les partis politiques et programmes qu'on a dans toutes les élections, éviter la malbouffe, éviter la pollution, régler tous les problèmes écologiques, les inégalités dans le monde, pourquoi pas supprimer toutes les personnes, enfin supprimer non, attention, pourquoi pas éviter que des personnes soient contaminées par exemple par le palu, parce qu'on a déjà tous les vaccins pour, en tout cas on a aussi les vaccins, on a des médicaments. La bonne question c'est est-ce que il peut y avoir un réveil d'une lutte, d'un point de vue commun qui fait qu'on a du coup une nouvelle prise de conscience de tous ces problèmes et qu'après le coronavirus, il se passe quelque chose à un niveau plus large que celui qu'on connaît. Et c'est là où, à mon avis, on se trompe en pensant comme ça, parce que les problèmes écologiques, malbouffe, santé, on peut tous s'en emparer en fait.
aux journaux, la télé, nos lectures, et puis même nos propres pensées. Tous ces problèmes sont déjà inclus dans les programmes politiques, dans le système dans lequel on vit. C'est là où ils sont forts, ils ont tous une réponse à apporter à chaque problème du genre pollution, écologie, etc. Peut-être la seule chose à faire, c'est de prendre conscience que souvent nous nous mentons, et que parce que nous nous mentons, on s'illusionne, et ce serait pas mal d'accepter ça, d'accepter qu'on vit dans une sorte d'illusion, continuer à s'illusionner en rêvant, en espérant des choses, mais en ayant bien en tête que si quelque chose peut arriver, ça peut arriver. Déjà, ça peut arriver parce que ça arrive. On est peu de choses peut-être dans le déroulement de l'histoire en général. Et du coup, d'accepter qu'on est souvent en train de se mentir, et du coup d'avoir peut-être un regard qui change d'un mini dixième de l'angle de vue. Voilà, ça peut être déjà une bonne chose. Merci beaucoup, vous pouvez vous abonner et au revoir, à bientôt.